Bienvenue à tous pour cette conférence sur Léonard de Vinci. Donc on va parler de Léonard de Vinci, ce grand génie de la Renaissance italienne. Donc comme vous le savez, Léonard, il est peintre, il est scientifique, il est musicien. À lui tout seul, c'est un sujet inépuisable, tant il offre de facettes différentes. Et en plus, il a aménagé de nombreuses zones d'ombre. D'abord parce qu'il n'a jamais écrit d'autobiographie, donc il n'a jamais écrit sur lui-même. Et donc, en fait, tout repose pour les scientifiques sur le travail qui consiste à analyser ses œuvres dans le détail. Là, on a beaucoup progressé. Et puis aussi sur l'étude des écrits de ses contemporains. Alors, pour cette conférence, j'ai choisi de vous parler de son séjour à Milan. Il intervient après sa formation à Florence. Il a 30 ans. Il est en pleine possession de ses moyens. Il est très ambitieux. Alors, pourquoi cette période? Parce que c'est une période clé dans laquelle il met au point sa manière. Il va toucher un petit peu à tout, mais c'est de là qu'il va garder les thématiques favoris qui sont les siennes jusqu'à la fin de sa vie. Alors pour commencer, partons du départ. Léonard de Vinci, comme son nom l'indique, est né à Vinci. Alors Vinci, c'est à une trentaine de kilomètres, un petit village, à une trentaine de kilomètres de Florence. Il naît dans ce petit village en 1452. Il est le fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne qui s'appelle Caterina. Alors évidemment, il n'est pas fils légitime, donc la charge de notaire, c'est pas pour lui, c'est réservé au fils aîné. Du coup, il ne réalisera pas d'études classiques. Mais pour autant, son père va quand même s'occuper de lui et veiller à ce qu'il ait une éducation. Et donc, il va passer sa vie avec sa mère. Donc, comme je vous ai déjà dit, il est tout près de Florence. Et donc, que se passe-t-il à Florence à ce moment-là? On est à la fin du Moyen-Âge. Et là, va naître, dans la ville de Florence, ce qu'on a appelé la première Renaissance. C'est un mouvement qui va commencer ici, qui va se répandre dans toute l'Europe. En fait, ça consiste en gros, c'est assez énorme. Ce qui se passe, c'est vraiment un changement de monde. Un monde qui n'aura rien à voir avec ce qui existait auparavant au Moyen-Âge. Alors, changement de monde dans l'art, bien sûr, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais aussi dans plein d'autres domaines, et également la culture. Et à Florence et dans d'autres cités-États italiennes, c'est un véritable bouillonnement culturel. Les plus prestigieuses sont Venise, Milan, Rome, Mantoue. Alors son père, qui a remarqué ses facilités pour le dessin et qui a pris des conseils à ce sujet, va décider de le placer dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio. C'est le plus grand atelier de Florence. Andrea del Verrocchio, c'est l'artiste favori de Laurent le Magnifique. Andrea del Verrocchio, il est sculpteur, il est peintre, il est orfèvre, et son laboratoire, son atelier est un véritable laboratoire polytechnique. On y apprend tout, la sculpture, la peinture, le dessin, pour devenir un bon artiste. Alors je passe sur cette période, parce qu'en fait, je vais aller directement à Milan. Je vous montre juste ce qu'il fait en fin de période d'apprentissage. Il a 23 ans, et il va peindre le portrait de Ginevra da Benci. Il a donc 23 ans, il a fini son apprentissage dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio et il est sur le point d'ouvrir son propre atelier à Florence. Alors, qui est cette Ginevra da Benci? Elle est la fille d'America Benci, qui est un banquier, un homme politique proche des Médicis. Et comme il le refera souvent par la suite, il a représenté un genévrier en arrière-plan, histoire d'évoquer le prénom de cette jeune femme qui s'appelle Ginevra. Et donc ce portrait, il est complètement singulier, novateur sur la scène artistique florentine. Elle est légèrement de côté. Le regard se dirige vers le spectateur. Et ça, c'est pas du tout courant. Il y a aussi un jeu absolument extraordinaire sur l'ombre et la lumière. Alors, juste à côté, je vous montre le portrait classique de ce qui se faisait avant que Léonard de Vinci intervienne. On est donc au sortir du Moyen-Âge. Et les Florentins, enfin tous les Italiens en général, ont l'habitude de présenter les portraits comme des sortes de médailles. En fait, la façon de présenter le visage d'un personnage connu, c'est de le présenter de profil. Et comme vous pouvez voir, la présentation est assez statique. Elle est aussi
assez peu réaliste, hein, c'est beaucoup d'aplats. Donc c'est pour vous montrer l'écart et le choc qu'a pu représenter la réalisation du portrait de Ginevra dans le contexte de la Renaissance italienne. Il va, comme je vous l'ai dit, choquer, mais aussi énormément plaire, donc susciter énormément de copies, et une vague de nouveaux portraits va surgir après le passage de Léonard de Vinci. Alors je vous la remontre encore de près, et je vous montre aussi une autre influence qui est très palpable à Florence à ce moment-là, c'est l'influence flamande. Juste à côté, vous avez un portrait réalisé par Hans Memling. Hans Memling, c'est donc un flamand. Il a réalisé le portrait d'un homme important. Alors on a des raisons de penser qu'il s'agit de Bernardo Bembo. Bernardo Bembo, c'était un patricien vénitien qui était envoyé à la cour de Bourgogne et qu'il a représenté. Alors la particularité de ce portrait de Hans Memling, vous voyez, c'est qu'il fait figurer un paysage à l'arrière. Comme je vous ai montré le portrait précédent, vous voyez bien qu'en fait, on était sur des aplats complets. Le fait de faire figurer un paysage à l'arrière permet de donner la profondeur et de donner de l'épaisseur au personnage. Et c'est ce qui plaît beaucoup à Léonard de Vinci, c'est ce qu'il reprend dans le portrait de Ginevra da Benci. Alors ensuite, comme je vous les ai dit, puisque ce que je veux vous raconter principalement, c'est son séjour à Milan, après avoir travaillé une quinzaine d'années avec Andrea del Verrocchio, vers 1482, à 30 ans, il décide d'entreprendre un nouveau départ professionnel et il se rend dans la plus grande ville qui est à proximité de Florence, Milan. Milan, c'est le centre de l'Italie du Nord, c'est la plus grande ville de la péninsule italienne. On l'appelle, à l'époque, elle est un peu considérée comme l'Athènes de l'Italie. C'est là où les choses se passent. Alors pour y aller, il a préparé son terrain. Donc on a conservé, on a une lettre qui est conservée à la bibliothèque ambrosienne. Il a rédigé une lettre qu'il a envoyée au maître de Milan, une lettre où il fait l'éloge de lui-même. Vous voyez qu'il n'est pas du tout modeste, hein, déjà, en même temps il a 30 ans, il sait déjà quelles sont ses capacités. Principalement, il a fait aussi une petite analyse, puisque en fait cette lettre est très ciblée, dans la mesure où il sait que le Ludovic Sforza, ce qui l'intéresse, c'est la guerre. Donc en fait, la majorité de sa lettre va porter sur le domaine militaire. Et il va se présenter comme un spécialiste en machines de guerre. Et juste un petit paragraphe à la fin de cette lettre nous expliquera que quand même il fait aussi de l'architecture, de la sculpture et éventuellement de la peinture. Alors je vous propose un petit extrait, une petite citation. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le tout début de la lettre. Après, il faut imaginer qu'il y a une très longue partie et puis la conclusion. Donc l'introduction. Ayant, très illustre Seigneur, vu et étudié les expériences de tous ceux qui se prétendent maîtres en l'art d'inventer des machines de guerre, bon, et blablabla, il va expliquer que lui, il sait tout faire. Il va nous présenter plein de possibilités de fabrication de ces machines. Et à la fin de la lettre, le dernier paragraphe, avant la conclusion, « En temps de paix, je peux égaler, je crois, n'importe qui. Dans l'architecture, je puis exécuter de la sculpture en marbre, bronze, terre cuite. En peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. Et en outre, je m'engagerai à exécuter le cheval de bronze à la mémoire éternelle de votre père et de la très illustre maison de Sforza. » Donc vous voyez, modestie, pas trop, hein. Il est tout à fait conscient de ce qu'il est capable et puis il peut même à l'occasion en rajouter un petit peu plus parce que les machines de guerre, il n'en a pas beaucoup fabriquées avant d'aller à Milan. Alors qui est ce Ludovic Sforza? Ludovic Sforza, dit le mort, il est duc de Milan, donc à la fin du XVe siècle. Son père Francesco a pris le pouvoir après les Visconti et il y a eu, après une brève expérience de république. Alors c'est un personnage peu recommandable, hein. Il est à moitié condottiere et à moitié voleur, pillard. Il a des méthodes peu recommandables, hein, puisqu'il a quand même confisqué le pouvoir de son neveu. Par contre, il adore les arts et il adore la science. Donc il va convoquer à la cour de Milan les plus grands esprits, enfin ceux qui voudront bien venir. Il va les rassembler dans cette cour. Donc c'est quand même un lieu extraordinaire pour Léonard de Vinci. Je vous montre là le palais des Sforza.
Donc cette cour, elle offre un grand rayonnement intellectuel puisqu'il va convier et héberger des artistes et des savants. Pour n'en citer que deux, Bramante, qui est un très célèbre architecte, à la fois théoricien et constructeur, et puis Francesco di Giorgio Martini. Enfin, vraiment, de grandes personnalités, soit sont hébergées sur place, soit rendent visite, puisqu'il y a des manifestations qui sont organisées régulièrement. Alors le personnage qui va vraiment avoir une influence énorme sur Léonard de Vinci, c'est Luca Pacioli. C'est la seule représentation que j'ai pu trouver de lui. Il est un peu statique, lui, par contre. Il n'a pas été représenté par Léonard de Vinci. Comme vous le voyez, en fait, il s'agit d'un moine franciscain qui est un mathématicien. Alors Ludovic le Mort va organiser au château de Milan une dispute de cour à laquelle assistèrent des savants venus de toute l'Italie et même de l'Europe. Frère Luca, tel qu'on l'appelle, va écrire un traité qu'il appelle la divine proportion. Donc il est mathématicien et il va sympathiser avec Léonard de Vinci, à qui il va demander d'illustrer son traité. Donc c'est Léonard de Vinci qui va faire les petits croquis qui illustrent sa théorie. Alors, en très gros, sa théorie sur la divine proportion, c'est une sorte de loi mathématique qui peut expliquer tous les phénomènes se passant dans l'univers, expliquer la vie. Alors là, ça va être le début d'une fascination et d'une passion pour Léonard, qui va se lancer, lui qui n'a reçu aucune éducation, qui n'a pas été à l'école. Il va être pris d'une passion folle pour la connaissance. Alors la connaissance, dans tous les domaines. Pour les mathématiques, il n'est pas très armé par son éducation pour comprendre, il a plein de lacunes et il va beaucoup avoir de difficultés. Mais en fait, il pense que pour connaître les lois qui gouvernent l'univers, il a besoin des mathématiques, il a besoin d'expérimenter l'univers, de comprendre le réel, et il ne va pas s'en priver, il va s'en donner à cœur joie pendant ces presque 20 ans qu'il va passer à Milan. Là, je vous présente une vue de l'atelier de Léonard de Vinci. Alors évidemment, toute cette construction n'est pas l'atelier de Léonard, puisque ici, vous êtes au Palais Royal de Milan, qui était affecté par Ludovic Sforza à toutes les personnes, tous les artistes et tous les scientifiques qu'il invitait à sa cour. Et c'est donc dans ce lieu que Léonard va avoir un atelier très vaste dans lequel il va pouvoir s'adonner à ses recherches, puisqu'en fait, il va passer une grande partie de sa vie à faire une espèce d'enquête systématique portant sur tous les aspects de l'univers physique. En fait, ce qu'il cherche, il veut comprendre ce qu'il y a dessous l'apparence. Il veut comprendre, y a-t-il une dynamique universelle qui engendre la vie? Et donc, il va chercher. En 1590, il va installer une académie qui portera son nom, dans lequel il enseigne. Et il donne des conseils et des avis à ses élèves. Ici, je vous montre en très peu d'images les manuscrits, parce que les manuscrits, il en existe des milliers. Certains ont qualifié cela d'océan de manuscrits, parce qu'il va exécuter dans ces années un travail mais colossal, considérable. Là, je vous montre juste quelques images qui montrent un compas, des dispositifs divers, et vous voyez certains mécanismes, il s'intéresse beaucoup à la mécanique. Donc tout ça, ça évoque quand même le point de départ. Le point de départ, c'est qu'il a été, puisqu'il a vendu son savoir en machine de guerre, on va le recruter comme ingénieur civil et militaire. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Milan est en guerre contre Venise. Donc évidemment, Ludovic Sforza aime les artistes et les savants. Mais en fait, ce qu'il aime encore plus, c'est des gens qui peuvent l'aider à gagner la guerre. Alors donc, il va travailler beaucoup, il va imaginer un grand nombre de machines. Alors un petit exemple, je vous montre une vidéo qui illustre l'exemple du tank. Alors, il va imaginer un véhicule blindé à 4 roues, manipulable, comme vous pouvez le voir, par un système d'axes et de pivots, actionné par des manivelles. Il installe des trous à la base pour observer les alentours. Alors, bien évidemment, cette machine, elle n'a jamais été réalisée, elle était impossible à construire tant que le moteur à combustion n'avait pas été inventé, ce qui arrivera beaucoup plus tard. Je vous rappelle qu'on est en
1480 quelque chose, et donc au XVe siècle, on est tout à fait incapable de faire ce type de machine, mais il a vraiment imaginé cette chose pour aider Ludovic. Pour préciser, il existe des tas de musées qui présentent les inventions de Léonard de Vinci. Celui dont je vous montre une image ici se situe à Florence, mais il y en a un aussi très très bien à Milan. Alors, il faut bien préciser que lui, Léonard, n'a jamais rien construit. Il a imaginé. Donc, c'est plutôt, en fait, ces notes, ces manuscrits, sont la recherche de ce qui l'intéresse, c'est les principes scientifiques théoriques. Il a eu des tas d'intuitions. Il n'a pas tout inventé. Il a aussi repris l'idée de prédécesseurs qu'il a améliorée. Par contre, il n'a jamais rien écrit, aucune information sur la taille, les matériaux utilisés, etc. Donc en fait, tout ce qui figure dans ces musées, c'est des choses qui ont été reconstituées au XXe siècle à partir de ces manuscrits et des connaissances qu'on a acquis entre-temps, puisque l'essentiel de ces machines était absolument irréalisable à l'époque où il les a conçues. Alors certaines parce qu'elles étaient aussi mal conçues, mais aussi parce que les connaissances de la période étaient insuffisantes. Et donc le fameux cheval, il a promis, dans sa lettre, il a promis qu'il allait faire un monument équestre à la gloire du père de Ludovic. Et donc de 1489 jusqu'à 1494, il va travailler au Grand Cheval Sforza. Donc il imagine, comme vous le voyez sur ce croquis, un cheval cabré. Il ne choisit pas la facilité, avec en sculpture, surtout qu'il est gigantesque, ce cheval. Et puis finalement, il sera plus sage, il finira par faire un cheval plutôt au pas, dans le goût antique. Il ira très loin, il fera plusieurs maquettes, il ira jusqu'à réaliser un immense modèle en terre, mais comme Ludovic a toujours des besoins beaucoup plus importants pour la guerre que pour l'art à Milan, ce projet sera abandonné et donc n'ira pas jusqu'à son terme. Alors que fit-il d'autre à la cour de Milan? Eh bien, il s'occupe des festivités. Il est l'ordonnateur des spectacles, c'est lui qui conçoit les petites machines qui permettent aux spectateurs d'apparaître, de disparaître, aux objets d'apparaître sur scène. En fait, il va proposer et réaliser un grand nombre de choses, mais sur tout ce qui concerne ces festivités, il nous reste peu d'éléments. En fait, Léonard, il fait plein de choses en même temps, donc depuis le début, il travaille à plein de choses, et surtout au début, quand il entre à la cour de Milan, chez les Sforza, on l'a accueilli, effectivement, mais on ne le paye pas énormément, donc il a besoin quand même de gagner sa vie. Donc il va aller voir, comme il a un vrai savoir-faire en matière de peinture religieuse, la première des choses qu'il va faire, c'est d'aller voir des moines, et notamment les moines de l'Immaculée Conception, à Milan, qui ont besoin de refaire une nouvelle chapelle et qui veulent un tableau pour orner cette nouvelle chapelle. Donc on va lui demander, et donc il va représenter la Vierge Marie avec l'enfant Jésus bénissant. Donc vous pouvez le voir, vous voyez l'enfant Jésus qui est assis par terre, ici. Vous avez l'archange, un archange qui est juste au-dessus de lui. On hésite encore. Est-ce que c'est l'archange Uriel ou est-ce que c'est l'archange Gabriel? Juste en face, vous avez Saint Jean-Baptiste et puis vous avez la Vierge Marie, si belle, si douce. Regardez-la. Donc en fait, on est en train de raconter l'histoire, une histoire qui se situe lors de la fuite en Égypte. Alors normalement, on devrait se situer dans le désert, mais Léonard, lui, a préféré représenter une montagne avec des grottes, avec une espèce d'idée qui lui est chère, de montrer l'être humain en symbiose avec la nature. Alors donc, ces moines ont demandé à Léonard de Vinci et à d'autres, puisqu'ils sont plusieurs à réaliser, puisqu'il faut réaliser le retable, donc il y a des tableaux de côté, il y a aussi des sculptures qui vont avec, et donc les frères franciscains ont demandé un motif qui, et d'ailleurs ils sont assez précis dans le contrat qu'ils ont fait signer à Léonard de Vinci et aux autres artistes, qui illustrerait l'Immaculée Conception. En fait, c'est vraiment une théorie qu'ils défendent. Et donc Léonard va signer un contrat, mais ensuite il va s'en suivre près de 25 ans de litige devant des tribunaux, puisque en fait ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord avec les moines. En tout cas, ce tableau,
va avoir au moins une vertu, c'est que grâce à lui, Ludovic Sforza va le remarquer. Il va voir ses talents de peintre. Et donc il va aller jusqu'à acquérir ce tableau que les moines refusent. Et donc c'est un tableau très important qui est conservé au Louvre. Alors je vous montre, parce qu'en fait il y a un grand mystère avec ce tableau, puisqu'il en existe deux versions. On s'est longtemps demandé quelle était la vraie, quelle était la fausse, qui était l'original, quelle était la copie. Ici vous avez, vous voyez à gauche la Vierge au Rocher qui est conservée au Louvre, et ici vous avez une autre version qui est conservée à la National Gallery de Londres. Elles ont à peu près 5-7 ans d'écart de réalisation. Aujourd'hui, la plupart des experts tendent à penser qu'il s'agit de deux originaux. Ils ont donc, pourquoi faire deux originaux? Eh bien parce que Léonard, en fait, il a vu les litiges avec les moines, il a préféré se séparer du tableau et l'a donc vendu à Ludovic de Maure. Sauf que les moines, les litiges se sont poursuivis au tribunal, et donc il a refait une deuxième version, à peu près identique à la première, comme vous pouvez le constater. La grande différence, c'est ce geste. Donc vous voyez le geste, dans le premier tableau, il y a le geste de l'archange. Dans le deuxième, qui est à la National Gallery, l'archange ne fait aucun geste. Donc ce geste désigne Saint Jean-Baptiste. Autre changement, les auréoles. Donc Saint Jean-Baptiste a une auréole, Jésus a une auréole, la Vierge Marie a une auréole, et ensuite Saint Jean-Baptiste tient un sceptre avec une croix. Vous me direz des modifications assez mineures. Et pourtant, le litige qui oppose Léonard de Vinci aux moines, le litige il concerne la composition. On a demandé à Léonard de Vinci de mettre en valeur la Vierge et Saint Jean-Baptiste, puisqu'en fait la Vierge protège les franciscains et Saint Jean-Baptiste également. Sauf qu'il l'a fait un peu trop jusqu'à choquer. Là, les frères franciscains disent non, il est allé trop loin. Finalement, Jésus, il est relativement petit, il est par terre, il est presque tout seul, alors que, bon, normalement, quand même, Jésus reste un des personnages importants. Donc c'est bien de mettre en valeur la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, mais il faudrait aussi quand même redonner un petit peu plus d'importance l'importance qui lui revient à Jésus. Léonard va faire plein de modifications, mais il n'en tient pas compte. Finalement, il modifie quelques éléments mineurs, mais il garde sa composition jusqu'au bout. Et il faudra, au bout des 25 ans, les moines vont finir par capituler, payer ce qu'ils doivent et accepter le tableau. C'est donc le tableau qui aujourd'hui est présenté à la National Gallery, qui a été dans la cathédrale de Milan pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il arrive à la National Gallery par un circuit un petit peu complexe. Je vous montre un gros plan sur une des plus belles figures. Alors bien sûr, la Vierge Marie est très très belle, et je vous invite à aller la regarder au Louvre, mais peut-être le clou, c'est quand même cet archange. Regardez sa beauté, regardez la délicatesse du geste. Donc comme je vous ai dit, on ne sait pas si c'est Uriel ou Gabriel. Il invite à la rencontre, il nous invite à rencontrer Jean-Baptiste. Ses yeux sont pleins de bienveillance. Voilà, comme je vous disais, le personnage important, c'était quand même la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste. Il a rempli son contrat, on lui a demandé ça. Je vous montre une vue encore plus rapprochée, où vous voyez la main de la Vierge protégeant la tête du Christ, et ce visage tellement délicat, d'une telle subtilité, et en même temps très naturel. On pourrait s'imaginer voir la personne réelle qui existe derrière. Regardez le sourire, ce sourire légèrement esquissé, naissant. Alors je vous montre à côté les études, parce que ce qui est merveilleux avec Léonard, c'est qu'avant de réaliser une toile, il réfléchit, il fait des tas d'études, et on en a conservé pas mal. Et regardez en fait une des esquisses. C'est étonnant, parce que en fait, ce visage qu'il y a sur l'étude, il est très féminin finalement. Et il y a vraiment une prédilection de Léonard pour les personnages un petit peu androgynes. Une fois qu'il l'a réalisé en peinture, on y voit, nous, un jeune garçon,
Je vous remonte le tableau final hein, pour que vous puissiez apprécier après en avoir vu certaines des facettes. Et ce que je vous demande, ce qu'il faut regarder aussi dans ce tableau, que je n'ai pas beaucoup détaillé, on pourrait y passer du temps, c'est l'arrière-plan. C'est la représentation de la montagne, la représentation de la végétation. Alors là, il y a des botanistes qui se sont penchés, qui ont été absolument stupéfaits par le détail qu'il peut y avoir sur la réalisation, sur le dessin des plantes. Il a fait une description extrêmement précise, à la fois de la stratification rocheuse et aussi de la flore. D'ailleurs, il disait à ses élèves, sa fameuse académie, il leur disait « Peintre, tu devrais savoir que tu ne peux pas être bon si tu n'es pas un maître assez universel pour imiter avec ton art toutes sortes de formes naturelles. » Donc c'est vraiment une recommandation forte qu'il a de devoir comprendre en profondeur les mécanismes naturels avant de chercher à les représenter. Alors l'autre élément aussi, c'est quand on regarde ce tableau avec un petit peu de recul, c'est que vraiment c'est une image nouvelle. Une image nouvelle par la gestuelle, par les postures. Une image nouvelle aussi par le fait d'avoir plongé toute la scène dans l'ombre et d'en faire ressortir les personnages. Dès la connaissance de ce tableau, il va immédiatement séduire les contemporains, puisqu'on sait déjà que dès 1500, il existait 12 copies de la première version. Et ça n'a pas cessé de grandir et d'être reproduit. Donc pour vous dire que vraiment, il a frappé ses contemporains et il a été très connu et très célèbre de son temps. Alors quittons la peinture religieuse, Léonard de Vinci, quand il est à Milan, il adore se promener dans la rue. Et que fait-il dans la rue? Eh bien en fait, il adore regarder les physiques un peu particuliers. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des trognes, des têtes de caractère. Alors on pourrait aussi appeler, certaines personnes appellent ça aussi la laideur. En tout cas, il s'intéresse à tout. Parmi ses proches, certains disaient qu'il pouvait passer une journée à suivre une personne et à l'observer pour ensuite la croquer, la représenter. Donc vraiment sa curiosité ne connaît pas de limite. Alors je vous en montre quelques-uns parce que c'est quand même très savoureux. Il s'intéresse aussi à ce qu'on appelle la physiognomonie, qui est donc une pseudo-science hein, qui a une très mauvaise réputation, qui affirme que l'observation de l'apparence physique donne des indications sur la personnalité d'un individu. Donc c'est assez dangereux comme idée, mais en fait cette idée était assez répandue à cette époque-là. Et donc il va produire toute une galerie de personnages avec ce qu'on a appelé les grotesques. Des gens qui ont des déformations physiques, des gens qui ont, ce que je vous disais, des sortes de trognes, des représentations. Et donc il y a vraiment une collection très importante de ces personnages-là qu'il nous a laissés. Alors revenons tout de même à la cour et à la beauté. La célèbre Dame à l'hermine, la très belle Dame à l'hermine, qui est conservée à Cracovie. Alors il s'agit là de Cecilia Gallerini, qui est donc la fille d'un aristocrate qui est en fonction à l'administration ducale et qui a une liaison, bien sûr, avec Ludovic Sforza, à qui elle donnera un fils dénommé César. Il s'agit d'une femme très cultivée, qui lit le latin, qui écrit des poèmes et qui fréquente l'élite milanaise, une sorte de poétesse, une muse, et que Léonard a représentée. Regardez sa grâce, regardez encore une fois ce léger sourire, hein, il est tout juste naissant. Regardez la position de la main, la façon dont elle caresse cette hermine. La chose remarquable, c'est la position qui est de 3/4, le fait qu'on la représente, on représente son corps de façon assez importante. Léonard considère que pour donner des éléments sur la personnalité de son modèle, il ne faut pas se contenter de représenter juste la tête comme font beaucoup de ses contemporains. Il faut donner un petit peu du corps pour que son portrait soit beaucoup plus naturel et beaucoup plus crédible. Il a aussi représenté quelque chose d'autre dans ce portrait, l'émotion, la surprise. Cette dame, elle vient juste d'entendre un bruit et elle a tourné la tête pour écouter ce bruit. Que se passe-t-il? Qui va entrer à ce moment-là? Donc en fait, il a représenté une émotion tout à fait naturelle. L'hermine, alors ça fait partie des grands
jeu de Léonard de Vinci, c'est de jouer sur les mots. Cette dame, comme je vous ai dit, s'appelle Cecilia Gallerani, et le nom latin de l'hermine, c'est Gallet. Voilà. D'autre part, Hermine, cet animal symbolise la modération, la douceur, la courtoisie. Il y a aussi un autre fait, c'est que Ludovic le Mort a reçu l'ordre de l'Hermine. Tous ces éléments concourent à expliquer la présence de cette Hermine dans les bras de cette dame. Léonard de Vinci va jouer, donc il y a tout un jeu d'affinité entre la femme, l'hermine, le regard tourné, la torsion du corps, les couleurs, très sobres, délicates, douces. Donc vous voyez ce fond sombre. Je vous montre à côté un portrait d'un contemporain illustre. Hein, c'est un très bel, un artiste merveilleux que ce Antonello da Messine. Mais l'idée là, c'est plutôt de vous montrer la pratique des portraits à cette époque-là. Donc comme vous voyez celui d'Antonello da Messine, vous voyez que en fait, le fond noir à la flamande est important, puisque la flamande, c'est des fonds noirs et aussi des fonds en paysage. On s'en inspire à ce moment-là, la Renaissance italienne. Regardez comme le portrait d'Antonello est très vivant, on a l'impression de pouvoir connaître la personnalité de cet homme, mais comparez-le à la dame à l'hermine, juste à côté. Et voyez à quel point le fait de ne pas voir le reste de son corps nous prive de plein d'informations qui nous seraient utiles pour mieux comprendre qui est ce personnage. Donc en fait, il y a l'idée qu'on a des mouvements dans notre corps, et en fait, ces mouvements traduisent les sentiments qui se produisent à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Léonard veut s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur, comprendre en profondeur, pour après, quand il dessine l'extérieur du modèle, on ait l'impression d'avoir déjà, de connaître la personne, d'être en face de quelqu'un de réel, d'avoir une véritable rencontre. Alors, cette dame va finir par disparaître de la vie de Ludovic Sforza, puisqu'il va épouser Béatrice d'Este, et donc il va mettre fin à la liaison avec elle. Alors, je vous montre un dernier, un autre portrait très connu, dénommé La Belle Ferronnière. Vous voyez que cette dame de la cour du duc de Sforza, elle est représentée, elle est vêtue et coiffée à la mode lombarde, qui s'inspire assez bien de la mode à l'espagnole. Elle a une expression fermée, mais son regard joue avec celui du spectateur. Essayez, vous voyez, on a comme l'impression qu'elle nous regarde en face, mais en même temps, il y a un petit biais dans son regard. Essayez d'accrocher son regard. Eh bien, vous n'y arriverez pas. Parce que les yeux sont désaxés sur le côté droit et vers le haut. Donc on n'arrive jamais à la regarder directement en face. Donc en fait, on a l'apparence de cet être, de cette personne. On a peut-être une petite idée de sa vie intérieure, mais pas facile de percer le secret. Autre élément qui est très fort sur ce portrait, c'est qu'elle semble surgir de la nuit. C'est ce fameux sfumato. Si vous essayez de regarder de près, regardez le bord des lèvres, regardez le bord des yeux. En fait, il n'y a pas de trait. C'est une espèce de brouillard. Il y a quelque chose de flou. Et en fait, pour nous, c'est plus vrai que s'il y avait un simple trait dessiné qui nous ferait voir qu'on a devant nous un artifice. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Lucrezia, alors pour la plupart des experts, Lucrezia Crivelli, qui était une dame d'honneur de Béatrice d'Este, qui va finir par, bien sûr, devenir la maîtresse de Ludovic Sforza. Elle lui donnera même un fils qui sera légitimé. Et un poème de l'époque dit que l'art ne voulut pas que Léonard dévoile l'âme du modèle qui n'appartenait qu'au duc. Donc, normal que vous ne puissiez pas capter son regard, ni résoudre tous les secrets. Alors, je conclus cette conférence en annonçant la chute de Ludovic Sforza et du coup la perte
pour Léonard de Vinci de son protecteur qu'il a hébergé pendant près de 20 ans. Alors que se passe-t-il? Eh bien, à Milan, ce sont les troupes françaises qui débarquent en septembre 1499, menées par Louis XII, qui entrent à Milan. Alors Léonard va rester encore quelques mois pour voir s'il peut s'entendre avec les nouveaux occupants. Bon, ça ne donnera pas grand-chose de concret, donc il va finir par partir pour un long périple en Italie à la recherche d'un nouveau protecteur, et il finira par repartir à Florence notamment. Alors, pour finir, donc c'est à Milan qu'il a réalisé le plus d'œuvres. Comme il l'avait dit à Ludovic Sforza à 30 ans, il pouvait tout faire. Il a touché à tout pendant ses presque 20 ans. Il a complété son absence d'éducation par une étude très approfondie, une curiosité insatiable. Donc, comme vous avez pu le voir, il a travaillé sur les machines de guerre, sur des peintures religieuses. Il a observé la nature en détail et il a réalisé de sublimes portraits.